messieurs, bienvenue à cette édition du journal dont voici le sommaire. Nouvel accident des circulations sur l'avenue Bypass dans la nuit de ce vendredi 11 août 2023. L'encontre des morts et des dégâts matériels importants. À en croire les témoins, un bus à destination des Loufous a pris feu après avoir percuté un autre véhicule. Les jeunes et femmes des partis et regroupements politiques ainsi que ceux et celles de la société civile ont été sensibilisés par la CENI sur les cadres légaux des constitutions des dossiers des candidatures pour la députation provinciale et communale. Une sensibilisation qui intervient au lendemain de la publication par la CENI des listes provisoires des candidatures à la députation nationale. L'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, de plus en plus de voix s'élèvent pour sa levée. Son maintien, sa levée ou encore sa réqualification a été au centre de la conférence débat organisée par l'Institut intellectuel dans la région des Grands Lacs, Paul Institute, en collaboration avec l'Université de Goma. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Bienvenue une fois de plus à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de choisir la télévision numérique pour vous informer. Un nouvel accident des circulations s'est produit sur l'avenue Bypass dans la nuit de ce vendredi 11 août 2023. L'encontre des morts et d'importants dégâts matériels importants. Un bus à destination des Loufous aurait pris feu après avoir percuté un autre véhicule. Un énième accident qui intervient 3 jours seulement après celui enregistré le mardi dernier sur ce même tronçon de la route Bypass, cette fois-ci à hauteur de l'arrêt Rigini. Les détails dans ce reportage que nous propose John Zati. Encore des morts sur la route à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La même semaine, sur la même avenue, Bypass, après l'incendie de mardi dernier, aux premières heures, à l'entrée Rigini vers rond-point Gaba, c'est à hauteur de l'arrêt Terrasse que vient de se produire ce nouvel accident mortel. Un bus à destination de Loufous, frontière de la RDC avec l'Angola, est allé percuter un taxi Ketch. Et puisque ce bus contenait du carburant, c'est l'explosion. Sur le coup, 5 morts. Bilan provisoire au moment de l'accident. Le conducteur du bus, mort sur place. Les témoins affirment que la population aux alentours a tenté le tout pour sauver les personnes qui étaient dans les véhicules. Voilà qui a permis d'éviter un bilan lourd. D'après les mêmes témoins, si cet accident est arrivé, c'est parce qu'un conducteur de mototaxi a tenté de dérober le sac d'une dame. Dans sa manœuvre pour s'échapper, le taxi Ketch l'a cogné. Le bus à destination de Loufous, en plein élan, n'a pas pu freiner. Difficile d'éviter de percuter le taxi Ketch. C'est le drame. Voilà qui relance le débat sur la sécurité routière à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Débat également sur la sécurité avec les voleurs qui opèrent à bord des motos à travers la ville-province de Kinshasa, cela que les Kinois appellent un postura, qu'il faudrait à tout prix mettre hors d'état de nuire. Puisqu'on parle des circulations, évoquons à présent cette créance de 22 millions de dollars américains, le montant que doivent les acquéreurs au gouvernement congolais dans le programme gouvernemental Esprit des Vies. Cette somme qui revient des droits à l'État congolais doit être payée, insiste le ministre en charge des communications et voies, des transports et voies des communications qui a réuni à ces sujets ce samedi 12 août 2023. Les acquéreurs, dans une séance de travail, c'était à l'hôtel du gouvernement. Alain Lino Mwamba y a pris part. Maître Marc Ekila Likombo, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, veut à tout prix sauver le programme gouvernemental Esprit de Vie qui risque un arrêt suite à l'insolvabilité des acquéreurs qui, depuis l'acquisition du premier lot des bus en 2014, puis en 2020, pour un total de 649 acquéreurs, doivent s'acquitter de leurs engagements vis-à-vis de l'État. À ce jour, ils doivent à l'État un total de 22 millions de dollars américains.
Ce samedi 12 août 2023, au Salon Bleu de l'Hôtel du Gouvernement, dans un échange républicain à bâton rompu, la tutelle du programme a tenu à sensibiliser les acquéreurs sur les objectifs qui ont conduit à la mise en place de ce programme, à savoir la création d'une classe moyenne et permettre aux Congolais de disposer des moyens de transport en commun modernes et sécurisés. 22 millions de dollars, c'est beaucoup, a estimé le ministre qui a exhorté les acquéreurs à solder la créance avant d'envisager un recouvrement forcé. Donnez-nous le moyen de l'action, de continuer. Je voulais vous dire ce que je n'ai pas dit en des termes clairs. Si nous continuons comme ça veut dire que nous tous là, nous sommes en train de signer l'arrêt de l'esprit de vie. N'est-ce pas? Et personne ne voudrait qu'on en arrive là. Et j'en suis convaincu. À cette séance était associé un représentant du parquet. Outre la coordination du programme, les acquéreurs et leurs représentants de la PEVCO et le groupe Tambola. Sincèrement, j'apprécie ce que son Excellence vient de faire. On doit défendre les acquéreurs, mais côté paiement, on ne peut pas défendre quelqu'un qui ne paye pas. Le ministre Marc Ekila a conscientisé les acquéreurs à prendre au sérieux cette situation et faire preuve de responsabilité. De leur côté, les acquéreurs ont évoqué les contraintes qui, selon eux, sont à la base de ce grand retard. Contraintes liées, entre autres, à l'instabilité du taux d'échange, le coût élevé des entretiens des bus et le manque d'efficacité du modèle Hyundai, selon leurs observations. Des échanges en petits groupes vont se suivre dès la semaine qui s'annonce en vue de réfléchir sur les différentes contraintes qui se diffèrent selon les cas, ceci dans le but d'aboutir à un consensus en vue de baliser le chemin pour des nouvelles octrois qui devraient tenir compte des imperfections d'avant. Les trains des élections toujours en marche en République démocratique du Congo au lendemain de la publication par la centrale électorale des listes provisoires des candidatures à la députation nationale. Les secrétariats exécutifs provinciaux a tenu un cadre de concertation avec les jeunes et femmes des partis et regroupements politiques, mais aussi celles et ceux de la société civile. L'objectif était de les sensibiliser sur les cadres légaux et la constitution des dossiers de candidature pour la députation provinciale et communale. Josué Ngoy nous en dit plus. Le but de les outiller et sensibiliser sur le cadre légal de la constitution des dossiers des candidatures pour la députation provinciale et communale. Le secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa a réuni les jeunes et les femmes des partis et regroupements politiques, mais aussi de la société civile. Présidée par la secrétaire exécutive provinciale Anne-Marie Mukwayanzo, cette session de formation a eu deux volets. Le premier volet, tenu par maître Stéphane Bedenga, a présenter le cadre légal des candidatures avant que le chargé des formations François Mbolo puisse montrer la marche à suivre pour constituer un dossier de candidature et remplir les différentes fiches. Le chargé de formation a également martelé sur le seuil de recevabilité au prorata de 60% des sièges en compétition. Le seuil est provincial, parce que d'abord les assemblées provinciales, chaque assemblée provinciale a un nombre de sièges et le seuil sera alors provincial. Si c'est au niveau communal, à chaque commune, le seuil va se calculer. L'Assemblée provinciale, comme ici, chez nous avons 48, mais 4 comptés. C'est 44 qui sont fait 60% de 44. Anne-Marie Mukwanzo, secrétaire exécutif provincial de la CUNI, revient sur l'importance de cette journée de sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons ciblé une catégorie de membres des partis politiques qui sont les jeunes et les femmes. C'est pour leur parler de l'opération actuelle de dépôt des candidatures au niveau de la députation pour la députation provinciale et aussi pour les conseillers municipaux. C'est ainsi qu'on devait maintenant expliquer aux jeunes et aux femmes des partis politiques et regroupements comment est-ce que cette opération est en train de se dérouler, quelles sont les procédures et quelles sont les conditions pour qu'on puisse prétendre à un dépôt des candidatures. Il s'y est de noter que l'opération de réception des dossiers de candidature pour la députation provinciale et communale est en cours et ont débuté le jeudi 3 août dernier. Elle se clôturera le mardi 22 août 2023.
Parlons à présent de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse qui a également été célébrée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où les jeunes ont été sensibilisés grâce au thème retenu localement. Les changements climatiques ne font pas des distinctions du genre, mais notre avenir en dépend. Agissons ensemble pour un avenir durable et inclusif. Les détails dans ce reportage que nous propose Mao Zigabé. Enseignement des compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable. C'est sous ce thème que le monde entier a célébré ce 12 juillet 2023 la journée de la jeunesse. À Goma, les chefs de la division provinciale ont organisé plusieurs activités dans le cadre de la sensibilisation de jeunes filles et garçons afin de prendre leurs responsabilités pour bien gérer l'environnement présent, pour lutter contre les réchauffements climatiques. Guy Kibirandole appelle les autorités congolaises à bien encadrer les jeunes pour le développement du pays. J'appelle tout le monde à investir dans l'homme et les jeunes qui ont son temps devant lui et non derrière lui. Un jeune qui croit au changement, qui est donc changeant. Les jeunes parce qu'ils ont des énergies physiques dont on a besoin. Pour des travaux lourds par exemple, on ne peut pas donner certains travaux à des vieillards. Les gens qui n'ont plus assez d'énergie physique. Ce sont donc autant d'énergie. Vous voyez comment d'autres exploitent ces énergies négativement dans les groupes armés. Il faut occuper les jeunes pour qu'ils cessent d'aller dans les groupes armés. C'est ça mon message. Lutter contre le chômage, lutter contre l'oisiveté, lutter contre les tracasseries administratives pour les jeunes entrepreneurs, donner les moyens, le financement pour les jeunes entrepreneurs et surtout faire à ce que l'accès aux capitaux soit facile au niveau des banques pour les jeunes qui entreprennent. Prenons la parole. Le représentant du gouverneur militaire a encouragé les chefs de la division provinciale de la jeunesse et ses partenaires qui donnent une nouvelle image de jeunes avec des initiatives qui orientent cette force future vers les positifs. Nous vous encourageons donc, chers jeunes, à vous placer du bon côté de l'histoire de notre province. Nous vous encourageons à vous placer du côté, ou du moins, dans la reconstruction du pays. Nous vous encourageons à vous placer dans les initiatives allant en faveur du développement de notre pays. Peu avant cette grande cérémonie, les jeunes filles et garçons ont livré des matchs au stade de Mugunga. Des activités sportives qui encouragent également ces jeunes à travailler ensemble pour l'avenir du Nord Kivu et de toute la République démocratique du Congo. L'avenir de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été au centre d'une conférence débat organisée ce samedi 12 août 2023 par Paul Institute en collaboration avec l'université de Goma. Il était question pour les organisateurs d'interpeller les Congolais dans leur ensemble à prendre conscience de l'origine des différentes agressions que subit la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui à la base de l'instauration de l'état des sièges dans ces deux provinces de la République démocratique du Congo. Des précisions dans ce reportage que nous proposent Amit Mouacha et Jonathan Ebondo. J'ai voulu dire que l'état des sièges résout un problème conjoncturel. Nous sommes en insécurité depuis quelques années, après avoir connu un moment d'accalmie. Mais j'ai voulu qu'on dépasse cette situation conjoncturelle pour aller vraiment en profondeur, de manière structurelle. Pour dire que nous sommes en état de pré-guerre, un état permanent de pré-guerre, tant qu'à côté de notre pays, nous avons des États qui participent de la volonté des autres États beaucoup plus puissants qui pensent que notre pays n'est qu'une réserve, pour ne pas dire un réservoir, où l'on peut venir puiser des richesses sans contrepartie. C'est cela. Parce que si nous résolvons le problème de l'état des sièges, rien que parce qu'il y a eu insécurité au Nord Kivu et en Ituri, ce n'est pas suffisant.
Demain, ça pourra être avec les États qui sont autour du Katanga. Après-demain, ça pourra être des États qui sont autour de Inga, par exemple, ainsi de suite. Donc, étant un pays ayant des richesses qui sont convoitées à gauche et à droite, nous devons toujours nous préparer à une culture de défense par rapport à ceux qui ne veulent pas traiter de manière amicale avec notre État. Mais puisque nous sommes déjà en état de guerre, nous sommes déjà en guerre, et vous ne pensez pas qu'il n'y a plus de temps pour penser à beaucoup de choses ou bien aller directement à l'offensive? Nous ne sommes pas en état de guerre déclarée. Elle n'est pas déclarée, ce qui nous laisse le temps de nous préparer constamment à nous défendre. Cela est déjà arrivé dans le passé, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je peux prendre des exemples, si nous remontons trop loin, aux années où vous n'étiez pas encore nés. Si nous prenons en 67, il y a eu des mercenaires blancs qui sont venus occuper. Et en séjour à Guémena, dans la province du sud de Ubangui, les vice-premiers ministres et ministres en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a communié avec la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Devant l'assistance, Jean-Pierre Liao a réitéré l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à redresser l'administration de la fonction publique en République démocratique du Congo. Amina Mouacha nous en dit plus. Arrivé à Guémena, chef-lieu de la province de l'Ubangui, le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a vécu un moment de connexion avec la population venue en masse à l'aéroport pour un accueil digne de son nom. Dans sa communication, le patron de l'administration publique a prononcé des paroles qui ont donné espoir à la population de Guémena, démontrant la ferme détermination du chef de l'État, celle de changer la vie du fonctionnaire. C'est vrai. Le défi à relever Zali Ming, mais vision à l'obité, et Sengeli, tout ça la armée à Sika, police à Sika, administration publique à Sika, Oye Tininga ya Oboda Kemen, école à Sika, gratuité de l'enseignement, couverture santé universelle, programme à 145 territoires pour la territoire, et une ambition à interconnecter ma province. Sécurité sociale, retraite, et ça la révaloriser. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a martelé sur la mise en œuvre des assignations du chef de l'État visant le redressement et la modernisation de l'administration publique. Tant que constituer fichier fiable, frappe, pour accélérer ce processus, nous avons déjà la retraite. Bakolo, bakende, jeunes va remplacer. Et jeunes, on va remplacer. Mingi Rosalama na concours. Système, il y a privilège, il y a ma recommandation. Il faut qu'il y ait place dans la méritocratie. On a la moine à un ministre, on a la moine à un gouverneur, on a le même traitement que moi à un maman moté qui ndunda, que moi à un maman moté qui nakala. En outre, le VPM Jean-Pierre Liao va procéder à la vulgarisation de la loi sur les régimes spéciaux de sécurité sociale des agents publics de l'État couverts par la CNSAP. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, est en séjour de travail à Kinshasa, où elle a répondu à l'invitation de la fondation Denis Onyakero Tshisekedi afin de participer à la cérémonie des remises des prix Excellencia 4e édition à la Cité de l'Union africaine ce samedi 12 août 2023. Suivez. La gouverneure du Lualaba est partie en mission officielle à Kinshasa, la capitale de la RDC. Elle est partie répondre à une invitation importante émanant de la fondation Denis Onyakero Tshisekedi. Cette fondation a organisé une cérémonie officielle à la Cité de l'Union africaine ce samedi 12 août 2023. Cette cérémonie concerne la remise officielle de la bourse Excellencia. La province du Lualaba, à l'initiative d'ailleurs de la gouverneure, Marie-Thérèse Masuka Saini, avait convaincu en son temps la première dame, la responsable, la patronne de la fondation Denis Onyakero Tshisekedi, pour organiser le test pour la bourse
Excellencia Spécial Luala Babora. 17 élèves finalistes de cette province ont réussi à décrocher cette bourse. Je profite de votre micro pour annoncer le début imminent des travaux de réhabilitation du pont Rouge sur le tronçon Sandoa-Kapanga. Les travaux vont bientôt commencer. Le ministre provincial des infrastructures est allé récemment dans les installations de l'Office des routes pour se rendre compte de la manière dont le gouvernement de la République, de commun accord avec le gouvernement provincial, se sont mobilisés pour donner, disponibiliser tous les matériels nécessaires afin que les travaux de réhabilitation complète de ce pont démarrent dans très peu de temps. Cette mise au point de cellule des communications de la gouverneure Fifi Masuka Sainu nous conduit de l'autre côté du fleuve Congo, précisément au Congo-Brazzaville, où les ministres des Finances et Budget basculera du mode de budget en mode budget moyen vers le budget programme. C'est ce qui ressort des travaux de l'atelier sur la validation des documents, des stratégies et des programmations budgétaires tenus du 9 au 11 août à Kinté, dont 8 documents de planification stratégique et des recommandations ont été adoptés. Guy Blesseidou depuis Brazzaville. 3 jours durant, les cadres du ministère de l'économie et des finances ont, au cours de l'atelier de validation des documents de stratégie et de programmation budgétaire, donné le meilleur d'eux-mêmes. Au total, 8 documents de planification stratégique ont été adoptés pour remis au Premier ministre chef du gouvernement, ce dans le cadre de la migration du budget moyen vers le budget programme qui sera effectif dès janvier 2024. La perspective du passage du budget en mode programme est dans le souci d'améliorer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des projets d'investissement public. J'annonce que nous avons signé le 8 août 2023 avec les banques de la place, un protocole d'accord portant sur la mise en place d'un cadre de coordination pour le financement des projets d'investissement public. Celui-ci consacre la disponibilité des banques à accompagner l'État dans la réalisation des 10 projets. Pour la réussite et l'efficacité du basculement de ce programme, les experts, par la voix de Constance Zézé, n'ont pas manqué d'exhorter les gouvernants. C'est Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre et chef du gouvernement, qui a bouclé les travaux de cet atelier. Cet atelier est donc la preuve de l'engagement des cadres à mettre en œuvre avec beaucoup de détermination, beaucoup de volonté et beaucoup de bravoure tout ce programme en passant du budget moyen au budget programme. Il intervient 2 mois après celui consacré à l'amélioration de la gouvernance économique et financière de la République du Congo, qui avait érigé en objectif stratégique prioritaire la planification stratégique et la promotion de la culture du résultat. Les participants à ces assises ont également recommandé la restructuration des organigrammes des administrations publiques en créant des fonctions de chef de programme et la mise en place du dispositif de suivi et évaluation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet élément du Congo-Brazzaville que nous refermons complètement les portes de cette édition du journal. Merci à vous d'avoir été nombreux à vous informer sur Digital Congo Télévision et bonne suite de programme sur votre antenne.